Hey. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission L'apéro des Daronnes, l'émission de Mademoiselle qui veut briser les tabous autour de la parentalité pour aider les parents et les futurs parents à s'y retrouver, à déculpabiliser et à comprendre ce tsunami qu'ils et elles vivent. Gros programme. Gros programme. Et ce mois-ci, on a l'honneur et la joie de recevoir Anna Roy. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux. Ravie d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation. Anna, tu es sage-femme, chroniqueuse pour la Maison des Maternelles. Tu es également derrière le podcast Sage Meuf. Tu es aussi l'autrice de plusieurs livres, dont le dernier, Le postpartum dure 3 ans, vient de paraître aux éditions Larousse. On vous les montrera au fur et à mesure de la soirée et on va surtout en parler. Est-ce que tout va bien d'abord ? Super bien. Super, tu es bien installée. Parfaitement installée. Alors ensemble, Anna, je pense que peut-être les gens qui nous regardent te connaissent déjà ou d'autres peut-être te découvrent ou pas. Moi, je pense que la plupart des gens qui nous regardent te connaissent déjà. Voilà. Ensemble, on va parler du postpartum. On a parlé le mois dernier avec Ève Simonet, que tu connais, du postpartum et plus de sa vision personnelle et individuelle du postpartum. L'idée ce mois-ci, c'est de discuter du postpartum d'un point de vue plutôt médical, physiologique, et voilà, d'échanger sur cette période qui s'étend de l'après-accouchement au retour de couche. On va voir que c'est pas tout à fait ça la réalité, je fais exprès de dire ça. C'est du teasing, c'est du teasing. C'est ça. Voilà. Alors on aime bien commencer chacune de nos émissions avec une petite définition d'un mot. Alors on prend volontairement à chaque fois un mot qui fait un peu peur. L'idée c'est de montrer que derrière la parentalité, la maternité, la grossesse, il y a des mots qui font peur mais il y a aussi des réalités qu'il est nécessaire d'expliquer. La dernière fois c'était tranché. La dernière fois c'était tranché. Ouais. C'était pour dire que c'était pas justement forcément la guerre 14-18 mais que c'était un peu ça. plus Voilà. large que ça. Et ce mois-ci on est un peu sur le même registre parce que le mot c'est lochi. Alors avec Manon on n'est pas trop d'accord sur la façon dont on le prononce. Est-ce qu'on le fait à l'anglaise loches ou Loki ou Lochi? Moi, à ne rien y comprendre, tout le monde a sa prononciation. Donc moi, je ne dis plus rien, moi, je dis Lochi. Tu dis lochi. Lochi. Toi tu Bon. dis lochi aussi. J'ai Mais il y en envie a de qui disent Loki, J'ai alors. envie de Ouais. le dire à l'anglaise, moi. Loches. Mais moi je disais Loki aussi avant, bon après maintenant je suis plutôt sur Lochis. Ah, tu fais un entre-deux du coup. Bah ouais. Ah ouais, non mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, habituellement c'est nous qui donnons ces définitions dans ce qu'on appelle notre chronique le dico des daronnes. J'ai voulu me tenter, me risquer à donner une définition, mais je me suis dit qu'en ta présence c'était un peu osé. Donc finalement, je préfère Tant qu'à pas m'avoir sous la risquer de main. dire de bêtises, donc tant qu'à t'avoir sous la main. Tu peux qu'est-ce dire que si on dit n'importe quoi. Ok. Voilà, c'est quoi les lochis ? Ça a un rapport avec le Loch Ness, ce monstre affreux des fonds marins. Oh. C'est vrai que non. Qu'on se Non. dise, c'est non. Les lochis, c'est simplement les saignements qui surviennent après un accouchement. Et donc qui ont une durée variable selon les femmes. Alors je sais pas si j'ai le droit d'en dire plus là, ou je peux dire... Tu peux commencer à teaser un peu. Parce quand que même. c'est quand même important, parce que souvent on s'imagine, allez j'ai des saignements, allez ça dure 3-4 jours et basta. Alors ça, quand on a beaucoup de chance, ça peut être comme ça, mais quand on a moins de chance, ça dure 6 semaines. Et donc oui, ça peut aller de 3-4 jours pour celles qui ont de la chance à 6 semaines. Alors bien Et sûr, c'est ce quoi le sera max pas aussi abondant, 6 semaines. C'est Au-delà de 6 6 semaines, semaines, il faut vraiment consulter. Et il y a 2 critères qui doivent faire aller aux urgences avant, c'est quand ça sent très très mauvais, genre une odeur de poisson vraiment pourrie, ou alors quand c'est trop abondant, c'est-à-dire qu'on est obligé de changer sa serviette une fois toutes les heures. Là, il faut retourner Ah aux oui. urgences maternité. Ok. Voilà. Mais quand on n'en arrive pas à ce stade-là, après c'est différent en fonction des femmes, mais ça peut quand même être abondant. Oui, de durée, normalement, voilà. le plus souvent, les 3-4 premiers jours, c'est très abondant, plus abondant que des règles. Et après, ça se tarit. C'est-à-dire que même si ça dure longtemps, ça va se tarir. Ça va pas être comme des grosses règles pendant trop longtemps. Hein. Alors souvent, on s'en fait un monde. Finalement, les patientes me disent « Oh, En vrai, ça va. en vrai, ça va Ouais. ». C'est vrai que c'est Oui. un peu pénible. Je dis pas que c'est pas pénible, hein. Mais elles s'imaginent souvent plus que ce que ça n'est en réalité. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, ce qui m'avait fait bizarre, c'était plus ne pas avoir... excusez-moi pour ma voix cassée, désolée. C'était plus ne pas avoir de règles pendant toutes mes grossesses. Et d'un coup, en fait, j'avais l'impression de rattraper tout ce que j'avais C'est fait l'effet pendant les inverse, 9 derniers quoi. mois. Ouais, c'était un peu ça. Mais c'était plus pénible que... ouais, c'était pas douloureux, c'était rien de tout ça. C'était juste pénible niveau organisation parce que personne n'aime avoir des serviettes hygiéniques qui font la taille d'un paquebot en permanence. quoi. Oui, C'est puis pas- tu as potentiellement envie de te reposer un peu et devoir te relever pour aller te changer. Voilà, exactement. bon. Ouais. Alors,
Donc on est sur Twitch, hein, mais cette émission sera rediffusée par la suite sur YouTube et en podcast. Si vous nous regardez en live sur Twitch, n'hésitez pas, coucou d'abord, et n'hésitez pas à nous poser des questions, et surtout à poser des questions à Narwa si vous en avez. Pour continuer sur les lochis, ou lochis du coup, on ne sait plus trop, à quoi ça sert ces saignements ? Ah bah ça sert à rien entre guillemets, c'est que de toute façon ils vont avoir lieu. Le placenta vient de se décoller, ça laisse comme une cicatrice et donc il va y avoir du sang qui s'écoule. Donc ça c'est normal, ça sert à rien de particulier, mais il faut qu'en tout cas il s'écoule. Il n'y a pas de doute sur la question. Il y a une question qui m'est souvent posée sur les lochis, c'est quelle protection hygiénique on peut utiliser. Alors, pas de protection interne le premier mois, donc pas de cup et pas de tampon. Et alors après, il y a un gros débat chez les sages-femmes, donc je ne peux pas vous avoir de réponse ferme sur les questions des culottes menstruelles. Ah oui. Alors, on se dit qu'aller les 3-4 premiers jours, quand il y a des sages-femmes qui viennent voir, comme il y a des sages-femmes qui n'aiment pas trop, qui aiment bien voir, etc., les serviettes, on se dit que les 3-4 premiers jours, eh bien, on utilise des serviettes garniture, comme on appelle, et après, bien sûr, culottes menstruelles, c'est OK. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'elles ont besoin de voir la couleur, justement. Exactement. Et il y a même des sages-femmes, moi j'avoue que j'ai plus d'avis sur la question parce que je change d'avis tous les 15 jours, qui disent tant qu'il y a des points sur la vulve, on met pas de culotte menstruelle non plus. Bon, bref, personne n'est d'accord. Ouais. Okay. D'accord. Faites comme vous le sentez. Sauf les 3-4 premiers jours où il y a des sages-femmes quand même qui aiment bien voir. Ce que je comprends, moi je faisais partie de cette école-là, j'aime bien voir. Ouais, je suis assez d'accord, mais même je trouve que c'est assez rassurant, étrangement, de pouvoir voir la quantité de sang qu'on perd et de contrôler et la couleur et la consistance et tout. Mais oui, complètement. Est-ce qu'il y a des grumeaux ou pas ? Vraiment, c'est super, il est 18h, bonjour. Et alors, on parle de ce moment, du coup, les lochis, c'est ça, consécutif à l'expulsion du placenta, donc vraiment la fin de l'accouchement, une fois que le bébé est sorti. On parle de ce moment comme du début, l'instant T où débute le postpartum, c'est ça ? Absolument. Le moment où le placenta s'en va, ça y est, on rentre dans le postpartum, donc c'est quand même... Bienvenue. Ouais, c'est ça. Et donc, ça commence fort, parce que souvent, il y a des points à faire, enfin, il y a des choses à faire. Donc, oui, effectivement, c'est le premier acte du postpartum. C'est cette sortie du placenta. Eh bien. Et alors, nous, la question qu'on se pose, du coup, maintenant, c'est jusqu'à quand ça court ? Parce que tu as écrit un livre, tu viens quand même de publier un livre qui s'appelle « Le postpartum dure 3 ans ». Et alors, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que le postpartum... Enfin, qui ne savent peut-être même pas combien de temps ça dure. Alors, il faut quand même que je redonne la définition médicale, parce que je suis sage-femme. Donc ça, c'est la durée qui va de la sortie du placenta jusqu'au retour des règles. Donc même selon la définition médicale, c'est une durée qui est extrêmement variable selon les femmes, parce que selon que vous allaitez exactement ou pas, et puis la façon dont vos cycles reprennent, etc. Donc c'est une durée qui est extrêmement variable, qui peut aller de quelques semaines à quelques mois. Donc cette définition-là, elle est intéressante, oui, pour les gens qui font du suivi gynéco, c'est-à-dire pour les médecins et les sages-femmes. Pour les autres, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Donc pour nous, les femmes, vraiment pas trop. Donc moi, je propose une définition, je suis sûre qu'il prévaudra un jour, qui dit que le postpartum est une période de grand chambardement et que cette période va durer 3 ans. Alors ça peut être 2 ans et demi et ça peut être 4 ans. Je veux dire, c'est pas une question à la minute près. Mais en tout cas, c'est de se dire que c'est tellement dingue comme changement que ça prend du temps. Et en même temps, et je voudrais en donner les points positifs, c'est-à-dire que c'est une chance qui vous est donnée. C'est horrible ce que je vais dire à 18h, là je vais déprimer les gens, mais voyez, mais de toute façon on est en replay. C'est affreux. C'est-à-dire que par exemple le cancer, ça peut faire un reset sur la vie, vous voyez, tout d'un coup les gens changent leur vie, etc. Mais c'est un reset qui est pas très heureux, qu'on peut le dire, vraiment, voire même franchement malheureux. Le postpartum, c'est un peu comme un reset, mais heureux. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, c'est fatigant, c'est chambardant, les hormones, tout change, etc. Mais en même temps, c'est une chance de revoir son existence, de revoir la femme qu'on est, quelle personne on veut être par rapport à son travail, par rapport à même ses habitudes de consommation, par rapport à ses idées politiques, par rapport à ses engagements, par rapport à tout, à son couple et tout. Donc c'est déstabilisant, c'est fatigant, mais en même temps c'est chouette. Et c'est un peu du coup tout ce qui se passe pendant ces X mois ou X années de postpartum. Exactement. Et puis il y a des gens qui me disent « Ah mais Anna, tu vas faire flipper tout le monde à dire ça, c'est horrible et tout ». Mais non, en fait pas du tout, c'est vachement rassurant de savoir que ça va pas durer 3 mois, parce qu'au bout de 3 mois, les femmes, elles se disent « Ah, ça y est, mon 4e trimestre est fini, mais je suis encore plus fatiguée qu'après l'accouchement. » Donc non, en fait, il faut pas que ce soit angoissant. Oui, c'est vrai qu'au bout de 3 mois, il y a ce truc aussi de congé maternité où les gens lient beaucoup ça, lient beaucoup le postpartum au congé maternité. D'ailleurs, il y a des gens qui confondent un peu. Bah ouais, et puis de fait, c'est vrai. On se dit, si le congé maternité qui nous est donné, c'est 2 mois et demi, donc c'est que la suite de l'accouchement dure 2 mois et demi. C'est normal, ils font un raccourci rapide que je comprends parfaitement, et putain non.
Putain. C'est clair. donc, Non. dans ce début de postpartum, donc il y a l'expulsion du placenta, vraiment. Donc là, on rentre en plein dans le début du postpartum. Qu'est-ce qui se passe dans les heures qui suivent? Parce qu'il y a vraiment différentes phases que tu expliques du coup dans ton livre. Il y a notamment les 2 heures qui suivent l'expulsion du placenta, enfin l'accouchement. En fait, on parle trop peu de ces 2 heures, alors que moi, je les trouve vraiment passionnantes. Bon, après, je suis sage-femme, alors je suis pas très objective, mais moi, j'aime beaucoup ces 2 premières heures qui suivent la sortie du placenta. À la fois pour soi-même, souvent, c'est quand même, qu'on ait eu une césarienne d'ailleurs, ou qu'on ait accouché par voie basse, c'est quand même un moment de découverte de son bébé, souvent. Souvent, on est obligé de faire des points, il va falloir suturer, finir de refermer la plaie de la césarienne, ou de finir de la couture en bas. Enfin, c'est quand même une période intense. On va surveiller très ardemment les saignements, la tension, etc. Donc vous allez être très très surveillé pendant ces 2 heures. Des fois, les parents trouvent que c'est un peu long, ils disent « Oh, allez, nous on a envie de rentrer dans une chambre tranquille. » C'est vrai. Ouais, souvent C'est vous vrai. êtes là... Mettons-nous au calme. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. J'avais un peu cette... Et vraiment aussi rassurer les gens sur leur dire que l'instinct maternel, en tout cas pour moi, n'existe vraiment pas. Hein. Donc vraiment détendre les femmes, c'est-à-dire que si elles n'ont pas... on a cette idée de l'imaginaire collectif, le bébé arrive, ça y est, mon amour, je t'aime pour toute la vie. Non, c'est pas toujours comme ça. Hein. Et Oui, c'est ça pas dépend. grave. Oui, en plus, il y a plein de situations dans lesquelles on ne peut pas avoir son bébé tout de suite En aussi. plus, et puis, attendez, on a toute la vie, donc pas de pression. Hein. Je veux dire, des fois, on est submergé par un élan d'amour, des fois, on rigole, des fois, on est distant, des fois, on est trop fatigué, des fois, on est dégoûté, parce que quand même, par exemple, les femmes qui sont en césarienne, c'est pour laquelle ça a été difficile, des fois, ça peut être tellement dur que on peut pas avoir en plus à découvrir ce bébé. Enfin bon, bref, il y a plein de réactions et c'est très bien comme ça. Hein. Et il n'y a rien d'anormal et c'est... Non, c'est ok. totalement normal. Mais ce qui fait chier un peu, c'est vrai que c'est que le coparent, lui, souvent, il n'a pas eu tous les chambardements de la grossesse et de l'accouchement, donc lui, il est frais et dispo. Ouais. Et vous allez le voir, super, il ou elle va être super ému, oh là là, bébé et tout. Puis vous dites, ah bah merde, moi j'ai pas du tout le même sensation, je suis mal, enfin il y a un truc qui déconne chez moi. Je suis mal foutue. Alors que non, en fait, c'est juste que l'autre, le coparent, il ou elle, il est trop... Enfin, oui, non, il est pas coucou, mais il est frais comme ému un et tout ça, gardon, mais oui. je veux dire, il a Mais il pas est eu... dedans directement. Voilà, en fait. donc vous laissez pas intimider en disant, oh là là, moi j'ai pas du tout les mêmes sentiments. Rien à voir, c'est juste que c'est pas du tout les mêmes conditions physiques et psychiques, rien à voir. Il ou elle ne vient pas de se dédoubler, vous oui. Complètement. Et ça, c'est encore même sans parler du lien qu'on peut avoir avec l'enfant ensuite dans les premiers jours, les premières semaines. Mais je sais que pour beaucoup, ça peut prendre du temps. Moi, par exemple, ça m'a pris des mois avant de réaliser que ce petit machin qui est tout rose, qui hurle, c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Et surtout de l'apprécier en tant que personne à part entière, en fait. C'est de comprendre que tu as fabriqué un être humain, mais qu'il a une personnalité, en fait. C'est pas juste un organe en plus, tu vois. Ouais, Une sensation. et avouons que c'est complètement dingue en vrai. Ouais. Mais c'est ouf. C'est complètement ouf. Mais même, je pense, plusieurs années après, quand on mais c'est fou. regarde, en fait, Non, on mais se dit, c'est fou. c'est moi, ça. Non, mais moi j'adore. Enfin, je veux dire, les gens rentrent à 2 et ils ressortent à 3, quoi. Mais Je me lasse pas de ça. Non, Ouais, mais elle arrive à 1, elle ressort à 2. Il y a une personne supplémentaire, il y a un autre être Et humain. puis qui nous, est on sorti voit, d'un en tant corps. que sage-femme, on voit des nouveau-nés toute la journée. Donc je peux vraiment vous dire que les nouveau-nés ont une vraie personnalité. Ce sont des vraies personnes à part entière. Est-ce que Genre, tu il y en le a vois pas ça un dès le qui se début ressemble à l'autre, quoi. Tu le vois dès le début, Mais ça, ou bien pas sûr, il y a des traits. Enfin, on voit ce ne sont pas les mêmes personnes. Il n'y a rien à faire comme des adultes, quoi. Ouais. Mm. Et C'est quand même marrant, fascinant. Mais les Ouais. sages-femmes ont toujours, je trouve, enfin dans mes 2 accouchements, donc c'est pas une grosse expérience, un mot pour décrire le bébé à qui elle s'adresse. Genre, oh là là, toi t'es comme ça, ah oui, tu chouines, t'es pas content, je comprends, machin. Et je trouve qu'elle leur parle toujours avec beaucoup d'humanité et de personnification. Et je trouvais ça génial, en fait, parce que moi je voyais juste un petit machin qui... Ouais, vraiment un autre organe, en fait. Mais Je oui. le considère Mais comme ça, surtout alors qu'en que- fait, non, pas du tout. Surtout que c'est là aussi où on va en reparler et c'est très dur, c'est que les premiers temps, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de... Voilà, on peut leur sourire, être « Oh, t'es trop mignon », etc. Mais en fait, ils peuvent pas nous répondre, il n'y a pas d'échange. Non. Donc ce qui peut être aussi un peu frustrant, ce qui peut aussi faire qu'on a du mal aussi à créer ce lien, peut-être. C'est d'avoir l'impression d'être face à un tube. Oui, mais alors que c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai du tout, non. Le lien, il se fait en dessous du langage, parfois. Enfin, bien sûr, on va leur parler, etc. Mais en fait, eux, ils ont un putain de lien avec nous. Hein. Enfin, faut pas imaginer que c'est vraiment pas un tube digestif. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à comprendre et à faire. Et à transmettre. Souvent, on prend les nouveau-nés pour des imbéciles, mais ils ne le sont pas du tout, je vous assure. Non. Ils comprennent tout. Et ils ressentent aussi. Tout. Et c'est impressionnant. Alors, c'est d'ailleurs même un peu flippant, parce qu'on se dit... quand on est ému positivement, négativement, ce sont des éponges. C'est un peu, c'est un côté un peu angoissant. Et vous vous rendez compte, je sais plus, j'avais lu ça, que juste d'un point de vue physique, on pensait que les bébés ne ressentaient pas la douleur et on les opérait sans anesthésie.
Non, mais c'est pas dingue ça comme information. C'est horrible. Mais Ça c'est date vrai. de quand, mais ça non, mais il y a pas longtemps. Ah ouais. Ouais. Je trouve ça ouf. Waouh. T'imagines Mais on le savait pas. la considération qu'on avait en fait sur un nourrisson, c'est qu'on pensait qu'il ressentait pas, même pas la douleur physique. Ça a dû créer des traumatismes. Non, mais je pour peux les même pas vous enfants, décrire les scènes. Il y a ouais. des enfants qui étaient des grands brûlés, donc qui étaient dans des souffrances considérables, qui n'étaient Oh pas mon soulagés Dieu. de la douleur. Ah, mais quelle Wow. horreur. Et puis on opérait à vif surtout. Ouais, oh là là. Et je parle pas de temps hyper ancien. Hein. Non, ça remonte à une quarantaine, cinquantaine d'années. Même C'est- trentaine, quarantaine, ouais. c'est- Quelle horreur. Bonjour, Je savais pas du tout. il- Je sais- Non, je découvre par exemple, mon complètement, père, il a été c'est- opéré on s'en fiche, mais des végétations sans anesthésie. Sérieux? Il avait Ah ouais. quel âge? Il avait 6 ans et donc il s'en rappelait comme c'était hier. Il Mm. avait eu un mal de chien. Alors certes, ils devaient avoir un peu, je sais pas, Un mais masque, un truc qui marchait Mais pas du tout, quoi. 6 ans. Ouais. Ah, donc c'était végétations, en vraiment plus, pas uniquement les nouveau-nés, quoi. C'était vraiment Non, les ça c'est vraiment un enfants, sujet passionnant, ça. Waouh. Et jusqu'à quel âge à peu près on Alors ça, fait je saurais pas dire si c'est l'adolescence ou avant. Ça, je sais pas exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la petite enfance, ouais, Mhm. on savait D'accord. pas qu'ils avaient mal. En tout cas, on s'en doutait, mais on n'était pas sûr. Enfin Ouais. voilà. Ouais, non, c'est énorme. C'est Donc énorme. non, c'est pas des C'est tubes digestifs et ils horrible. ressentent des Et choses. oui. Tout. C'est Complètement. impressionnant. Et alors, donc, il y a ces 2 heures. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures Alors, la sage-femme va vous ennuyer. Toutes les 15 minutes, il faut qu'elle vérifie que vous saignez pas trop, parce que le risque d'hémorragie du postpartum est assez grande pendant ces 2 premières heures. Donc, on vient vérifier que l'utérus se contracte bien, que vous saignez pas trop pendant 2 heures. Toutes les 15 minutes, on va vérifier aussi la tension artérielle et tout un tas d'autres choses. Et puis pareil, on va vérifier que le bébé s'adapte bien, que l'enfant s'adapte bien à la vie extra-utérine, parce qu'on a beau dire, mais ce changement de milieu aquatique au milieu aérien, c'est un truc de malade ce qu'ils font. C'est clair. Et Ouais. donc des fois, il y en a qui ont un peu de mal, et donc on les surveille là aussi. Il change de température aussi. Je crois qu'il perd Mais 10, tout, mais 10 degrés. Enfin, ça dépend en fait d'ailleurs de la température Mais oui, extérieure, mais- mais il fait. Ils découvrent Ah, quoi. la gravité, ils découvrent Ouais. le bruit, enfin tout. Le bruit, ça doit être impressionnant. Mais C'est tout. Ouais. de ne plus entendre comme dans un coussin et d'entendre les oui, gens non, c'est parler, fascinant. tout ça. Ça doit être Mm. impressionnant. Donc voilà, tout ce couple mère-bébé là est très très surveillé pendant 2 heures. Mm. Et si tout est normal, on vous laisse aller dans une chambre normale. Alors si vous accouchez en maison de naissance à domicile, souvent, elles poursuivent la surveillance pendant 6 heures. Voilà, c'est la seule Ok. spécificité, avant de vous laisser revenir à domicile ou de partir de la maison. Et D'accord. du coup, qu'est-ce qui se passe pour celles qui accouchent directement chez elles? Alors souvent, la sage-femme reste en moyenne 6 heures à peu près. Des fois un petit peu plus, mais en moyenne c'est 6 heures. D'accord, pour Et être après, sûr qu'il n'y a elle pas part de et saignement plus s'il y a un fort, problème, j'imagine que. Et puis de toute façon, elle revient très fréquemment. revient. Alors il y en a qui viennent 2 fois par jour le premier jour, d'autres 1 fois par jour, ça dépend. Mm. Mais il y a bien sûr un protocole de prise en charge tout à fait sérieux. Hein. Ok. Super. Alors, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des réactions même par rapport à voilà, notre échange avec Anna Roy, qui, je le rappelle pour ceux et celles qui nous rejoignent, est sage-femme, chroniqueuse dans la Maison des Maternelles, aussi derrière le podcast Sage Meuf, et autrice de plusieurs livres, dont le dernier, le postpartum, dure 3 ans. Et nous avons éditions aussi, Larousse. il n'y a pas longtemps, qui a été publié Ouais, C'est ma exactement, grossesse, qui est une véritable bible. Hein. Je le conseille absolument toutes les personnes qui veulent avoir un enfant. Et la vie rêvée Lisez du ce livre. postpartum. Vraiment. Lisez Merci. Anna Roy, s'il vous plaît. Bon, Donc, on a passé ces 2 heures, tout va bien, ou ces 6 heures du coup pour les personnes qui accouchent à domicile. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, on entame soit la phase donc, du séjour à la maternité, si on est en maternité. Voilà. Soit des premiers jours à la maison. De toute façon, qu'on soit en maternité ou à la maison, voilà, ces premiers jours restent à la fois intensément doux, mais à la fois intensément décoiffants. Mm. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'on peut pas dire ça ressemble à ça les premiers jours. Ça dépend vraiment des femmes, selon les circonstances de leur ça dépend de leur accouchement. accouchement, oui, voilà. Voilà, entre une femme, je dis n'importe quoi, qui a accouché de triplé à 7 mois de grossesse et sa copine à côté qui a accouché post-terme d'un bébé de 4,2 kg, c'est pas du tout les mêmes ressentis, les mêmes sensations. Donc ça se ressemble pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on est avec son bébé, le deuxième jour, il y a quand même un truc qui s'appelle la nuit de Java. Oh, bordel. Ouais. C'est marrant, j'avais pas du tout ce nom-là. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir 4 premières nuits de Java. Non, mais alors ça peut être aussi Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça peut être exactement aussi ce scénario-là. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, pour le coup, elles disent ah moi, je me suis fait avoir comme une bleue. C'est-à-dire que j'étais là, les 24-48 premières heures, j'étais là. Oh, mais c'est tellement facile, comment mes patientes Et ont bam des difficultés. Oh là là, mais c'est une merveille. et tout. Ah oui, J'étais parce là que comme ça. attends, t'étais sage-femme avant d'avoir des enfants et j'étais là. tu croyais. Bah, je me suis dit, oh là là, mais moi, vous voyez, c'est différent parce que j'ai l'habitude. Et Mon tout. enfant est une Genre, exception. genre, j'étais un peu, tu vois, Ouais. je pouvais pas m'en empêcher, quoi. Oh, purée. Je me suis pris la nuit de Java comme tout le monde et là, j'étais là, voilà. Ah, la violence. Mais pourquoi cette nuit-là? Enfin, pourquoi? Alors, qu'est-ce souvent, qu'elle a c'est de cette nuit-là, mais particulier? comme tu le dis, Ça, c'était comme vous le 4. dites, Pas de bol. oui, voilà, Ouais. ça peut être des nuits très agitées.
tout le long du séjour. Ça, c'est aussi un scénario possible. En tout cas, c'est que le bébé, la nuit de Java, il est très demandeur. Il y a la montée de lait qui est pas loin, mais qui est pas encore là. Et donc, il se transforme, vous savez, en petit marcassin. Voilà. D'accord, ok, c'est bon, je remets bien. Ne le nourrissez pas après minuit. Si, en fait, tout le temps. Un marcassin sous extasie, quoi. C'est un truc un peu spécial. Et donc, il veut le sein, il veut plus, il sait pas. Enfin, bref. Ouais. Et puis, il y arrive pas. Et puis, en fait, non. Et puis, non, je veux pas ce sein. Et puis, on a mal au nichon. Et puis là, on n'en peut plus, on a envie de dormir parce qu'en fait, on n'a pas dormi. Parce qu'au début, souvent, les femmes et les parents, ils regardent leur bébé là comme le plus gros cadeau de Noël qu'on a jamais vu, donc on ne plonge pas dans le sommeil, on est hyper vigilant. Et puis après, quand on se dit ça y est, je pourrais peut-être dormir, et ben. Ouais, quand on se dit tiens, ça fait 36 heures en fait que j'ai accouché, peut-être que ce serait bien de pioncer. C'est ça. Oui. Putain, moi, c'est ma première nuit. La sage-femme m'a dit je vous la prends pour que vous puissiez vous reposer parce qu'elle avait des glaires, elle avait avalé du liquide amniotique, elle avait des glaires. Et elle m'a dit je reviens dans 2 heures. Elle est revenue 7 heures après. Et donc, moi, je m'attendais à ce qu'elle revienne pour qu'elle mange, etc. Du coup, j'ai pas dormi. Et je n'ai pas dormi les nuits suivantes. Vrai, et je pensais à ces 7 heures et j'étais là, mon Dieu. Mais pourquoi j'aurais dû en pas profiter appelé et demander pourquoi elle revenait pas Parce que j'étais à l'ouest. Ouais, oui, et puis parce qu'on se dit le truc aussi, c'est que si les professionnels de santé aussi préviennent pas, on se dit je sais pas, il y a peut-être une bonne raison. Ça, c'est pas c'est pas super malin de sa part. Ouais. Bon, parce que normalement, j'ai regretté ces 7 heures. Ah oui. Tu m'étonnes. Mais donc cette nuit de Java, donc finalement, même quand on croit que ça se passe super bien comme tu le disais, et ce qui a été ton cas. Produit cette nuit de Java à un moment où alors il y a toujours, attention, parce qu'il y a toujours la catégorie des parents extraordinaires qui ne subissent aucune avarie. Moi, mon enfant, il a fait ses nuits à la maternité, je comprends pas. Non, mais ces gens-là existent. Mais ils existent pour de vrai. Est-ce que tu as déjà eu des femmes? Alors, c'est peut-être 5% des gens, mais il y a 5% des gens, moi, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie, mais tout est fluide, tout est limpide jusqu'au bout. C'est un vortex de tout va bien, quoi. Donc c'est vrai, donc c'est pas des gens qui moi je pensais que c'était des gros mythos pour que les autres, pour que leurs potes fassent des gosses, quoi. Non, c'est pas ça. D'accord, c'est pas. Mais c'est rare, c'est hyper rare. Ouais. Et souvent c'est pas pour le premier. Est-ce qu'il y a un lien du coup? C'est-à-dire que le premier, comme tout est une découverte, tout est vécu de façon plus exacerbée. Voilà, exactement. Amplifiée. Alors que quand c'est son 4e. Ouais. On sait que de toute façon, il faut le coller au sein, coller au sein, coller au sein, coller au sein. Et qu'il n'y a que ça à faire. Voilà. Oui, complètement. Ouais. Et on est dans le lâcher prise, quoi. C'est plus pareil. Ouais. Puis on sait à quoi s'attendre, surtout. Mais ça joue vachement, ça, la différence bien entre sûr. un premier et un deuxième. Ça n'a strictement rien à voir. Même la nuit de Java, vu qu'elle est connue, tu la prends avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de lâcher prise. Et puis oui, ça pleure, ça dort pas. Aller au sein et c'est parti, quoi. Après, attention, ça dépend du bébé qu'on a. Parce qu'il y a des parents qui, pour le coup, ça s'est super bien passé pour le premier. Voilà. Et qui après se disent, qui arrivent pour le deuxième, et puis, c'est pas du tout la même personne là que j'ai en face de moi. Et là, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est ça. Je suis bien contente d'avoir commencé par l'inverse. J'ai ma fille qui était bien costaud, et on l'embrasse, arrête de me regarder et va prendre ta douche. Et par contre, mon fils qui était le plus cool des bébés, quoi. Et du coup, je me demandais s'il y avait un problème, parce qu'il était calme. T'avais pas l'habitude. Mais non, à la maternité, il a dormi, mais vraiment, après non plus du tout. Mais à la maternité, il dormait, il pleurait quand il avait faim, et puis c'était tout. Alors que j'avais pas l'habitude de ça, en fait. Je pensais pas que je croyais qu'il était cassé. Genre, il y avait un bouton reset, un truc. Réparez-le. Alors, les premiers jours aussi à la maternité, je sais pas s'il faut le dire, mais ça peut être plus ou moins reposant. C'est-à-dire, selon les équipes sur lesquelles vous tombez, selon tout ça, ça peut être à la fois une expérience super. Ou une expérience pas super du tout. C'est un peu l'auto, quoi. En fait, il n'y a vraiment pas de... Parce que, pendant la préparation à l'accouchement, c'est vrai qu'il y a un cadre assez spécifique qui est posé à cette préparation où on nous explique des choses. Bon, alors on nous le dit quand même en fonction de la personne qui nous suit, que ça peut être une réalité différente, mais la semaine, les quelques jours à la maternité ne se ressemblent pas, en fait. Ah, mais pas du tout. Ouais. Il y a, je sais pas, sur les 10 visites à domicile que j'ai fait là depuis le début de la semaine, il n'y a pas un postpartum qui ressemble à l'autre, quoi. Sur des femmes. C'est important de le dire, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être enceintes ou en tout cas qui s'apprêtent à accoucher. Faut pas être surprise de ça. Du fait que ça va pas forcément ressembler à ce qu'on s'était dit. Mais alors ça ne ressemble jamais à ce qu'on s'était dit, et surtout ça ne ressemble jamais à ce que vous verrez sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est super les témoignages, moi je trouve que ça a libéré la parole et tout, c'est génial, mais il y a un effet forcément négatif, c'est normal, pas tout que positif, c'est que les gens s'imaginent qu'ils vont vivre la même chose que ce qu'ils voient, parce que c'est à peu près la même nana, on est à peu près pareil, etc. À peu près le même âge, même voilà, terme, nanana, et donc on s'identifie, et moi la première, et en fait non, c'est pas du tout.
Je ne sais pas s'il y a des messages dans le chat. Il y en a un justement de Noam qui dit la nuit de Java, c'est quoi exactement? Ça concerne l'agitation du bébé ou aussi la mère hormonalement ou autre? Et ben le problème, c'est que c'est combiné. C'est-à-dire qu'à la fois, le bébé va peut-être avoir des besoins très intenses de bras, de tétés, etc. Et en plus, donc il y a la fatigue qui s'est cumulée. Donc là, on commence vraiment à avoir besoin de dormir. Et en plus, il y a l'effet hormonal parce que la montée de lait n'est pas loin et que hormonalement, ça... Ça me semble. Ouais. Et alors, est-ce que finalement, qu'on soit... du coup, ça concerne plus les femmes qui sont à la maternité, qu'est-ce qui va définir si oui ou non on peut sortir ou pas? Et ben d'abord, c'est vous. D'abord, contrairement à ce que les femmes pensent, c'est pense d'abord que c'est elle. le bébé en premier. Alors, oui, alors c'est vrai, c'est elle et le bébé. Lever de la victoire, Bien sûr. la courbe de poids. Alors plus maintenant, ça dépend des maternités, mais pas forcément. Okay. Donc il faut évidemment que le bébé aille bien et il faut que vous alliez bien. Et surtout, quelles sont vos envies? C'est-à-dire que même si tout va bien, qu'est-ce que veut la femme? Est-ce qu'elle peut demander à rester plus longtemps à la maternité? Alors, elle peut essayer, en tout cas. Oui, parce que vu la crise actuelle... Alors voilà, il y a des fois, on vous répondra très simplement, on est désolé, en termes de lit, on n'y arrivera pas. Et à l'inverse, il y a beaucoup de femmes aussi qui nous demandent à sortir avant, et là aussi, c'est possible, à condition qu'elles aient un accompagnement de sage-femme à domicile. Mais il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent partir plus tôt, et c'est super. Ça a été mon cas, après ma césarienne, j'ai pu partir un jour plus tôt, parce que ça allait bien, et je devais être suivie à domicile. Voilà, il faut qu'on ait le contact d'une sage-femme pour être sûr que vous soyez bien suivie. Est-ce qu'on peut refuser la sortie à une personne qui vient d'accoucher, à une mère et à son enfant, et pour quelles raisons? Alors bien sûr, on peut la refuser pour des raisons médicales, mais elle a toujours la possibilité de sortir contre avis médical, même si c'est une situation inconfortable, c'est une situation que nous avons déjà rencontrée en tant que soignants. Et sinon, elle peut sortir si elle le veut, avant. Si la sage-femme est d'accord, il n'y a pas de problème. Si tout va bien, quoi. Tout va bien. Ouais. Allons-y, roulez jeunesse, tout ça. Donc finalement, ce qui acte vraiment la sortie, c'est la volonté de la maman. Ouais, c'est d'abord si tout le monde va bien. Si tout le monde va bien. Ouais, et puis la volonté de la maman aussi joue. Ouais. Mais en fonction des lits. Oui, aussi, si... Ça, c'est clair. Alors, on a une rubrique dans cette émission, une chronique préparée par nos soins et à laquelle du coup participe la communauté Mademoiselle, puisque avant chaque émission on demande à la communauté Mademoiselle si ils et elles ont des questions pour notre invité. Là, donc, pour toi Anna, ça a été l'explosion. On a reçu énormément de questions. Pourtant on avait anglais, un postpartum, etc. On a eu vraiment plein de choses, allant des saignements le premier mois de grossesse, dans plusieurs années, etc. Vraiment, on a eu pléthore de questions. Ouais. Je pense que tu es très attendue. Et des questions très, très spécifiques. Alors d'habitude, on en prend une. Bon, là, on en a pris 3. Parce qu'on ne pouvait pas... Non, c'est bien. Voilà. Alors, la première est la question suivante. Alors, je la vois pas, moi. Comment ne pas culpabiliser, alors on en a parlé, quand le lien avec bébé met beaucoup de temps à se faire? Est-ce que tu as des conseils Mais alors, vraiment, ça me fait trop de peine. Oui, ça me fait trop de peine d'entendre ça. Alors, on va comparer ça avec une histoire d'amour. Vous voyez bien que dans les histoires d'amour, il y a des coups de foudre, et puis il y a des relations qui s'installent avec le temps. Ça ne dit rien de la qualité de la relation ultérieure. Enfin, quelle sera là au fond? C'est-à-dire qu'il y a des coups de foudre qui s'arrêtent au bout de 2 mois, et à l'inverse, vous avez des relations qui mettent beaucoup de temps à s'installer, et qui sont des relations extrêmement fortes. Et bien avec les bébés, c'est la même chose. C'est pas parce que vous mettez du temps à l'aimer, à le rencontrer, à avoir du lien avec ce bébé, que ce sera pas une qualité de relation après ultérieure super. Donc ça, il faut vraiment pas se sentir coupable. Alors bien sûr, c'est très inconfortable à vivre, par contre, quand on a l'impression qu'on n'arrive pas à créer du lien. Donc moi, je dis ça vaut le coup d'aller quand même discuter de ça avec une sage-femme, un médecin, ou quelqu'un qu'on a sous la main, un professionnel de la santé mentale, psychiatre ou psychologue, parce que c'est pas agréable. Mais en soi, vraiment, ne culpabilisez pas. Vraiment. C'est important ce que tu disais tout à l'heure, je pense, sur la fibre maternelle. Enfin, t'as pas parlé de fibre maternelle, mais d'instinct maternel. Ouais. Voilà, c'est ça. Qui n'existe pas. Et sur le fait que ça n'existe pas. Et pour moi, non. Voilà. On n'est pas tous d'accord, mais pour moi, ça n'existe pas. Je suis totalement d'accord. On a écrit pléthore, je dis beaucoup le mot pléthore ce soir. On a écrit pléthore d'articles sur le sujet et c'est... Enfin non, ça n'existe pas et c'est injonctif et culpabilisant. Et je pense exactement, que c'est... Puis... En tout cas, moi, je ne l'ai pas observé en tant que sage-femme, mais pourtant, j'ai vu des dizaines de milliers de femmes, donc quand même, je pense pouvoir...
Avoir un être à peu près sûr de moi. Mais en tout cas, sur cette histoire du lien, par contre, attention, un warning. Si le lien ne se fait pas, que vous sentez que vraiment ça va pas et qu'en plus vous avez des symptômes de tristesse, des difficultés à vous alimenter, à dormir, etc., attention, que ce soit pas le symptôme d'une dépression du postpartum ou d'autres troubles psychiques. Donc il ne faut pas non plus minimiser et il ne faut pas hésiter à aller la consulter, quoi. Et ne vous inquiétez pas, on va parler un peu plus tard de la dépression du postpartum justement et des signes qui peuvent alerter. On va en parler. La deuxième question parmi les nombreuses questions qui nous a été posée, c'est comment gérer les changements. C'est là où je me rends compte que j'ai une bonne vue. Comment gérer les changements d'humeur liés aux hormones, changements durant le cycle. Voilà. Est-ce que tu as des conseils, Anna, sur comment gérer ça? Grande question. Alors, pendant le cycle menstruel de la femme, du coup ou... Alors, parce que j'ai l'impression durant le cycle... Je pense qu'elle parlait de son cycle menstruel. Est-ce qu'on peut, du coup, peut-être accorder cette question au retour de couche? Ouais, ou peut-être même les changements hormonaux pendant la... Après l'accouchement? À la fin de la grossesse, avant la... Oui, tous les changements hormonaux, quoi. Comment on gère les changements d'humeur? Alors, comment on gère les changements hormonaux? Personnellement, je casse des trucs, mais, non, mais... Bon, après, chacun non, c'est pas... malheureusement, on n'est pas très fort là-dessus. On ne sait pas exactement à quel point ces changements hormonaux influencent la psyché. Enfin, en tout cas, Enfin, on le sait, mais on ne le sait pas trop. On ne sait pas qu'est-ce qui pourrait favoriser. Donc, malheureusement, le conseil, c'est comment gérer les changements d'humeur. Je ne sais pas. Casser des trucs. Non, mais ce qui est bien, en tout cas, pour le baby blues, par exemple. Parce que le baby blues, c'est vraiment le truc le plus spectaculaire qui concerne 80% des femmes après l'accouchement. Il faut prévenir l'entourage, en fait, surtout. Il faut dire, voilà, je vais avoir des réactions, je vais avoir une espèce de variabilité de malade de l'humeur. C'est-à-dire, je vais être à la fois tellement contente, puis attends, j'y arriverai jamais. Ah putain, je suis tellement puissante. Ah non, je suis lassée, je veux tout rendre, c'est fini, je pars. C'est 80% des femmes, le baby blues? 80% des femmes, et c'est un phénomène normal. Ce qu'il faut pour supporter ces changements, c'est être bien entouré, avoir de l'aide, en fait. Avoir du relais et pouvoir parler de ce qu'on ressent. Exactement. Et il ne faut pas avoir honte, surtout. Ouais. Parce que plus on a honte, plus on le refoule, plus en fait on le vit mal. Ouais. Je crois que c'est un des trucs qui m'a sauvée après mon premier accouchement, c'est d'avoir mon mec à qui en parler tout le temps. Il me voyait dans des états où, mais vraiment, je pleurais comme si on m'avait brisé le cœur. C'était le gros chagrin. Et 2 minutes après, tout allait bien. Voilà, et puis je pétais la forme. Et heureusement, il était là, il m'a pas jugée et c'était tellement bien de pouvoir lui dire absolument toutes les pensées que je pouvais avoir, même les plus sombres, même les plus moches. Et je lui disais tout à voix haute, ça sortait, ça faisait un bien fou. Après, je me marrais et je remangeais des sushis, c'était génial. Vraiment, grosse ambiance. Mais donc ça, c'est vraiment un message aussi pour l'entourage des personnes, ou en l'occurrence qui viennent d'accoucher, vu qu'on parle de postpartum. Vraiment, alors, ça, c'est vraiment un truc important, c'est qu'on a une putain d'image qui nous colle à la peau, tous autant que nous sommes, et nous les premières. C'est de cette image de la jeune accouchée, de la jeune mère tellement contente, tellement rayonnante. Parce que c'est que du bonheur. Et puis en plus, on a des images, on a la Miricorée, enfin il y a plein de choses diverses, mais on a tous des images. Voilà. Or, c'est ça, mais c'est vraiment pas que ça, quoi. Ouais, c'est tout ce qu'on a Et donc, il faut aussi, que les gens soient éduqués au fait que le postpartum, c'est une période de chambardement et qu'il faut soutenir les gens qui le traversent, les parents, quoi. Et comment éduquer plus les gens? Eh ben, il faut que vraiment on change. Moi, je crois que c'est un travail de fourmi. Alors, c'est ce que j'essaye de faire. Avec tes livres et avec tout le temps, j'arrête pas. Ouais. Mais de fait, moi, j'ai fait partie de ces gens qui sont allés prendre l'apéro chez des jeunes parents en étant cool, quoi. Allez, qu'on me serve mon petit verre et que ça se passe. Ouais, ça c'était avant. Ça, c'était avant. Avant que tu connaisses Après, la le déclic réalité. et tu connais la réalité. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, c'est à nous aussi de changer, je veux dire, de façon individuelle, chacun. Voilà. Mais c'est ce qu'on essaie de faire aussi, du coup, ici, voilà, exactement. Que ce soit sur Mademoiselle. Et donc, moi, je pense que ça va assez vite. Je vois qu'en tout cas, moi, en visite à domicile, il y a 10 ans, les gens se comportaient pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui. Je vois les potes, là, ils se bougent, ils arrivent avec des trucs. Ils ramènent à manger. Alors qu'il y a 10 ans, mais jamais. Jamais. Donc, ça évolue quand même. Mais oui, moi, en plus, je suis une nature très optimiste, mais je crois que ça va changer, bien sûr. Moi, j'y crois. Ouais, alors on va en reparler de tout ça aussi après. C'est très bien qu'on initie le sujet maintenant. On a quand même la troisième question, cela dit. Donc cette fois-ci, la question, à quand un dépistage systématique de la dépression du postpartum dans la première année postpartum? Eh bien ça y est, nous y sommes. Voilà. Ça y est, c'est lancé. Il y a un dépistage systématique. Il y a un entretien qui est obligatoire entre la 4e semaine, ça s'appelle l'entretien postnatal précoce, entre la 4e et la 8e semaine après l'accouchement. Obligatoire auprès d'une sage-femme ou d'un médecin. Et il va y avoir effectivement à ce moment-là un dépistage de la dépression du postpartum. Et s'il y a des facteurs de risque ou c'est un premier enfant, cet entretien sera réitéré, là encore, un peu plus tard, quelques semaines après.
c'est relativement court dans le temps après l'accouchement, cet entretien, alors que la dépression du postpartum peut arriver bien plus tard. Est-ce qu'il ne faudrait pas en faire un deuxième obligatoire, voire un troisième? Alors, il y en a un deuxième, mais de toute façon, les sages-femmes maintenant commencent à être de plus en plus sensibilisées à ça. Et donc, quand on sent que... Ouais, c'est un peu tendax, on n'est pas trop sûr. C'est-à-dire que même après le deuxième, on reconvoque, on se dit, allez, est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour revenir me voir dans 2 mois? On refait le point. Et souvent, les patientes... Et puis maintenant, les patientes aussi sont sensibilisées. Et je crois que tout le monde l'a fait. On est tous en train de faire ce travail-là de sensibilisation. Et donc, elles vont plus facilement consulter. Là encore, il y a 10 ans, jamais personne ne m'appelait parce qu'elle pensait faire une dépression du postpartum. Et aujourd'hui, ça m'arrive souvent. Parce que la parole se libère et que exactement, du coup, la machine marche. Je voudrais bien vous voir parce que je crois que je suis une en fait, c'est pas un baby blues. Ouais. Voilà. Et ça veut dire qu'on reconnaît mieux les signes. Absolument. C'est ça. Et justement, parce qu'on parle de baby blues, c'est quoi la différence entre le baby blues et vraiment la vraie dépression du postpartum? Alors, vraiment, le baby blues, c'est un état normal. C'est vraiment un état normal, même s'il est très spectaculaire et tout. C'est dans les premiers jours, max 15 jours, max 15 jours. Et c'est, je suis tellement contente, pas contente, etc. Et c'est physiologique. Enfin, c'est... Hormonal? Hormonal, fatigue, je viens de me dédoubler. Enfin, c'est un truc de fou, quoi, ce qu'on vient de vivre. Donc... on est un peu déstabilisé sur le plan psychique. Moi, ça me paraît pas anormal. Je dirais même que les patientes qui n'en font pas, toujours, je les regarde avec... Je me dis, mais... à quel moment ça va sortir? Non, mais surtout, il y a peut-être un truc à creuser, parce que la nana, j'ai cette vision de patientes qui sont sur leur ordinateur à bosser 4 jours après l'accouchement. Je me dis, peut-être qu'elle va très bien, mais je me dis, j'espère qu'elle va bien. Voilà. Et la dépression du postpartum, ça n'a rien à voir. C'est une vraie maladie qui nécessite un diagnostic et une prise en charge médicale de degrés variables selon la sévérité, mais c'est une vraie maladie. Est-ce que là, tu as en tête le pourcentage de femmes concernées à peu entre près 10 et 30. 30%. Et tu penses que c'est un vrai chiffre ou que les données ne sont pas forcément toutes... Alors, on ne sait pas. Moi, je pense que la vérité doit se situer au milieu, j'imagine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ces dépressions-là, il y en a beaucoup qui sont évitables, qui sont juste, en fait, des femmes qui sont juste épuisées. Qui, en fait, dorment pas la nuit, bossent la journée, parfois, et on sait que par exemple les soignantes, elles sont particulièrement à risque parce qu'elles sont dans le care, c'est-à-dire qu'elles soignent des gens toute la journée et elles soignent des gens toute la nuit, donc celle-là par exemple, voilà. Donc voilà, c'est juste qu'en fait les femmes sont... Et ça, à 3 mois après l'accouchement. Voilà. Comment tu penses qu'on pourrait les éviter, ces dépressions? C'est-à-dire que là, il faudrait, par exemple, moi je pense que quand on dort pas la nuit et qu'on doit s'occuper de patients toute la journée, on peut pas reprendre le travail à 2 mois et demi, c'est pas possible en fait. Donc tu serais pour un allongement du congé maternité? Moi je serais bien sûr pour un allongement du congé maternité. En fait, qu'il y ait cette période au départ, chacun fait ce qu'il veut, on la prend pas, et que après ce soit facultatif. Qu'il y ait la possibilité de... Voilà, bien sûr, de retourner au travail si on le souhaite, ça, pas de problème, mais que celles qui veulent continuer à rester à la maison puissent rester à la maison. Ouais. Savoir le choix. C'est ça. Avoir le choix de détendre un peu tout ça. Alors, comment on la reconnaît, cette dépression du postpartum? C'est quoi les signes? Alors, c'est vraiment des sentiments de tristesse, on n'arrive plus à désirer des choses, on n'arrive plus à se projeter. On a souvent un retentissement sur l'appétit, c'est-à-dire soit on se met à manger beaucoup, soit on mange moins. On a un retentissement sur le sommeil, on n'arrive pas à dormir, au contraire, on reste vraiment léthargique. Il peut y avoir aussi des troubles d'altération du lien avec l'enfant. Je sais pas, voilà. Donc, il y a tout un tas de symptômes. Et il y a un test assez facile alors, c'est pas un test de diagnostic, mais un test de dépistage qui s'appelle le test EPDS, qu'on peut trouver sur Internet. Et je crois qu'il est sur l'appli des 1000 premiers jours aussi, il me semble. Absolument. Et c'est vraiment bien. Il faut le faire, il ne faut pas hésiter. EPDS. Donc on peut le trouver là, si vous voulez taper dans Google, peut-être. Exactement. On va trouver test EPDS. Et là, je vous invite vraiment, donc vous le faites, vous n'hésitez pas à le faire. À la dernière question, c'est on vous pose la question de savoir si vous avez envie de vous faire du mal. Si la réponse est oui, il s'agit d'une urgence médicale. Et donc, je rappelle que le suicide, c'est la 2e cause de mortalité maternelle en France. Et donc, si vous répondez... C'est énorme. C'est énorme. Donc, si vous... Donc, si vous répondez oui, c'est une urgence. Ça veut dire il faut aller aux urgences, que ce soit des urgences gynécologiques, obstétriques, aux urgences psychiatriques ou aux urgences générales. En tout cas, vous devez être vu par un professionnel de la santé. Urgence. On peut appeler le SAMU? Bien sûr, on peut appeler le SAMU. Ils n'enverront peut-être pas une équipe, mais en tout cas, ils verront ce qu'on peut faire, bien sûr. Je vous ai mis le lien du test EPDF dans le chat pour celles qui veulent voir, si elles se sentent concernées. N'hésitez pas, c'est assez simple à faire. C'est répondre à des sur questions. Un score supérieur à 10, il faut consulter. J'ai Louis qui demande la durée du congé maternité en France. 10 semaines pour un premier bébé. 10 semaines. Pour un premier et un deuxième, et c'est allongé en cas de jumeaux, triplés et troisième. Ça s'adapte en fonction, oui. Effectivement.
Alors, tout à l'heure, on a parlé de toute l'étape, les 2 premières heures, le séjour à la maternité, ou en tout cas les premiers jours. Quand on rentre à la maison, quand on a passé la première semaine, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des rendez-vous obligatoires? Qu'est-ce qui se passe même physiologiquement? Alors moi, je dirais que ce serait vraiment super. Vous avez, les femmes ont le droit à autant de visites de sage-femme à la maison qu'elles veulent. Par pitié, bénéficiez-en. Ça vous évitera bien des problèmes. Il suffit de regarder dans les pages jaunes et vous appelez une sage-femme. Idéalement, il faut l'avoir fait pendant la grossesse pour être sûr qu'elle ait de la place. Voilà, ça c'est la première chose. Bien sûr, il va y avoir le suivi pédiatrique. Et ce premier mois, moi, je l'invite à le vivre comme un voyage au bout du monde. C'est-à-dire, vous dites que vous partez, je sais pas, dans un endroit très lointain et que vous vous laissez vraiment porter. Il faut pas essayer, en fait, de se dire... Je rentre à la maison, je redeviens comme avant. Clac, clac, clac. Allez, c'est parti pour un tour et tout. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous allez lutter, vous allez vous épuiser. Donc, il faut se dire, voilà, je pars à l'autre bout du monde. À chaque jour, sa découverte et on verra bien. Il y a des jours, ce sera super, des jours un peu moins bien. On s'adapte. C'est la nouvelle aventure. Voilà. Quoi. C'est vraiment une aventure et c'est une parenthèse. Idéalement, c'est bien de le vivre à 2, si c'est possible. Moi, ma sage-femme m'avait dit un truc... peut-être un petit peu trop tard au final. Elle m'avait dit, il faut pas prendre ce premier mois comme un sprint, mais comme une course de fond. Et ça m'avait beaucoup marqué, ça. Mais c'est vrai. Mais c'est très vrai. C'est très, très vrai. Oui, mais elle me l'a dit 3 semaines après, tu vois. Non, mais alors, bon, elle était bien quand même. Je la remercie beaucoup pour son accompagnement. Non, mais c'est vrai qu'il y a des parents qui veulent à tout prix, le plus vite possible, redevenir comme avant. Ouais. Ah non. C'est ce qui peut aussi, enfin, pour ma part, donc c'est juste un avis juste personnel, ça peut accentuer la dépression du postpartum. Pour ma fille, j'en ai fait une. Et ce qui vraiment me mettait très très mal, c'était de me dire, je fais le deuil de ma vie d'avant, mais j'ai pas du tout envie. Je voulais absolument rentrer chez moi et tout reprendre comme avant, mais c'était pas du tout possible. Et je me souviens que je descendais fumer des clopes dans la cour de mon immeuble et je regardais, c'est une cour d'immeuble parisienne, donc avec plein d'immeubles partout, et je voyais les gens chez eux, les lumières allumées, je me disais, mais la chance qu'ils ont, est-ce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir cette vie que moi je n'ai plus? C'était vraiment le vertigineux comme sensation, et ça a fait qu'accentuer parce que je m'étais mis dans la tête que une fois que je reviens, c'est bon, c'est reparti, quoi. C'est l'accouchement, le goal final, alors que tellement pas. Ah oui, ça c'est la grande arnaque du siècle. Ah mais c'est clair. Ça c'est l'arnaque du siècle. Complètement. Et pourtant, c'était il y a 6 ans, tu vois, on commençait à en parler. Mais non, pas encore assez dans ma tête, je crois. Ça, j'étais pas préparée du tout et je me suis pris un gros uppercut dans la tronche, quoi, clairement. Alors pour mon deuxième, pas du tout, parce que tu savais, je savais. Plus après, c'est devenu mon boulot aussi d'en parler, donc de connaître vraiment le sujet. Mais pour la première, parce que c'était violent. Mais c'est fou, hein. Grande claque dans la figure. Ouais, c'est ça. Même plus. Le deuil d'avant, quoi. Mais alors, il y a ce premier mois, du coup, en fonction de si on allait ou si on n'allait pas aussi, il va se passer des choses, notamment la chute d'hormones. Alors, moi, je dirais que ça change pas tant de choses que ça. Ouais. Enfin, ça dépend vraiment des bébés, là encore. C'est-à-dire que, non, je pense que ça change pas tant que ça. Par contre, il va y avoir la cicatrisation des cicatrices. Il va y avoir... Là, vous savez qu'on a souvent des hémorroïdes. J'espère pour vous qu'elles vont se résorber, j'espère que tout ça va bien cicatriser, que l'utérus va peu à peu retrouver sa taille normale. En fait, c'est une phase où le corps se remet de ses émotions, en tout cas les émotions les plus spectaculaires. Donc à travers les lochis, à travers les fameuses tranchées qui vont permettre... Voilà, de l'utérus de redevenir à sa petite taille de clémentine corse. Tout ça va évidemment... Puis l'allaitement, au début, des fois, on est un peu ouh. Et puis là, ça commence à trouver un truc. On se dit, ah, ça y est, je commence à être plus à l'aise. Un peu mieux, Exactement. Enfin, tout commence à avoir un peu d'allure, quoi. Donc mais à condition de pas essayer de se dire, allez, on va faire 15 apéros, on va faire ci, parce que là, vous risquez de vous manger le... Surtout quand on a la famille et les potes qui sont là, est-ce que je peux venir te voir avec des lasagnes. Non, mais c'est vrai qu'en plus, on a très envie de le présenter, ce bébé. C'est-à-dire que moi, j'ai bien vu le phénomène. Si j'avais pu le montrer à qui voulait. De toute façon, le Roi Lion, tu sais, où tu le mets comme ça, tu l'avais cette histoire. Mais en fait, c'est pas très raisonnable. Ouais. Non. Puis on n'est pas des lions. Donc du coup, ça mais alors, justement, en parlant de ce petit être tout joufflu qui vient de rentrer dans nos vies, parce qu'on parle là du postpartum pour la femme qui vient d'accoucher, mais il y a aussi le côté bébé, parce qu'il se passe aussi des choses pour lui. Il ou elle a aussi des premiers rendez-vous, puis il y a aussi des choses qui peuvent survenir pendant ce premier mois. Qu'est-ce que je pourrais j'ai tellement les bébés premier mois, je pourrais en parler. Grosso modo, ils ont quand même des rendez-vous de suivi.
en général 15 jours après l'accouchement. Mais ça dépend des protocoles. En tout cas, au moins une fois par mois, les 6 premiers mois, ça c'est sûr. Et puis, vous allez en fait passer votre temps à apprendre à connaître cet enfant, quoi. Ça va être, en tout cas, dites-vous bien qu'ils sont hyper intelligents, que c'est important de prendre du temps pour eux, qu'ils ne pleurent jamais pour vous faire chier. Non. Il n'y a pas de caprice chez les bébés. Non, mais ça, vraiment, je le répète parce que, quand même, je vous assure que les gens continuent de croire ça. Hein. Il faut arrêter de croire qu'il fait ses poumons. C'est marrant aussi. parce que, justement, moi, ma fille, elle a hurlé les 2 premiers mois. Elle dormait pas. En fait, il fallait qu'elle soit dans les bras. Elle hurlait. Je pouvais même pas la mettre dans la poussette pour aller me promener. Elle hurlait. Et en fait, personne m'avait dit. Et c'est fou quand même. C'est ma belle-sœur, qui est infirmière, qui m'a dit, tu sais, un bébé, ça pleure. J'étais oui. Et mais non, mais mince, mais oui, absolument. Pourquoi on le sait pas, tu vois, absolument, il y a plein de gens qui sont surpris de ça, et effectivement, un bébé, ça pleure. Et il faut essayer de répondre à ces pleurs, quitte à ne pas y arriver, mais effectivement, ça pleure. Et qu'est-ce qu'on fait, justement, parce que il y a plein de situations dans lesquelles, en plus, quand c'est un premier enfant, on ne sait pas comment réagir. Qu'est-ce qu'on fait quand ce bébé-là, il pleure, on ne sait pas pourquoi il pleure, quelles sont les étapes, on va dire Alors, il n'y a pas vraiment d'étapes, mais il faut essayer de répondre à ses besoins. Ses besoins, ça peut être quoi? De se nourrir? Est-ce qu'il a trop chaud? Est-ce qu'il a besoin qu'on, l'habille différemment? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui fasse un câlin? Parce que les bébés, ils pleurent pour avoir des câlins. Hein. Est-ce qu'il a besoin qu'on le porte? Est-ce qu'il a besoin qu'on le distrait? Est-ce qu'il a besoin il peut avoir besoin de plein de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours besoin de quelque chose. Le portage marche quand même hyper bien, hein. Alors que ce soit en porte-bébé, en écharpe, comme vous voulez, même des tours de poussette. Hein. Moi, dans mon quartier, j'aime bien parce que j'en vois tous les coparents. Je dis, allez vous le trimballez en poussette. Donc il y a plein de mecs qui font le tour, dans mon quartier à 21h30 parce qu'effectivement les bébés pleurent plus le soir. Les pleurs de décharge. Je sais bien, je les crois, je fais c'est cool. De toute façon, en général, quand on croise un parent avec une poussette en mode nouveau-né passé 21h, c'est qu'il y a un sujet quand même. C'est ça. On sait, on Donc connaît. Oui, les bébés pleurent jamais pour rien en tout cas. Et si, alors bien sûr, je suis obligée de vous le dire, mais si jamais vous en pouvez plus de ces pleurs, il vaut mieux vous mettez le bébé en sécurité, vous sortez, vous appelez quelqu'un, voilà. Vaut mieux que l'enfant soit en sécurité dans son lit, la porte fermée, que vous alliez fumer une clope, boire un coup, respirer, que faire un truc qui peut être très très grave. On parle encore du syndrome du bébé secoué. Et il faut vous lisez les conseils de prévention, parce que là, j'ai pas le temps de tout vous dire, mais prévention, syndrome bébé secoué. Et prévention, mort subite du nourrisson, ça c'est un autre sujet, mais vous regardez les deux. Ça, on trouve ça sur les sites du gouvernement français, vous avez tout. Hein. Mais si vous vous sentez dépassé, allez respirer de l'air frais. Il n'y a rien de mieux que de l'air frais. Ou une clope. Chacun son truc. C'est pas pour ça que j'ai la voix cassée, je précise. On a compris que t'étais une grosse fumeuse, Manon. Même pas. Alors, on a parlé de tout ce qui peut se passer là pendant ce premier mois. On parle du fameux retour de couche. Quand est-ce qu'en théorie, il intervient? Alors, en théorie, 6 semaines après un accouchement. Alors, si on n'allait pas, 6 semaines après l'accouchement. Mais c'est de la théorie. Hein. C'est quasiment jamais comme ça. Et si on allait... En général, il intervient 6 semaines après, à peu près, l'arrêt de l'allaitement. Mais c'est jamais comme ça non plus. Il n'y a pas de Donc voilà, je vous ai vachement aidé là. Vous voyez comme je vous ai aidé? C'est sympa. Hein. Mais justement, en fait, je pense que ça ouvre aussi le sujet de... ça s'arrête quand? En fait, grosso modo, alors, si vous allaitez pas, grosso modo, au bout de 5-6 mois, si vous n'avez pas vos règles, vous venez nous voir, on fait le point. Et pareil pour l'allaitement. Oui, ok. On fait le point. Donc à l'arrêt de l'allaitement, si 5-6 mois après l'arrêt de l'allaitement... Voilà. N'hésitez pas, même 3-4 mois, si ça vous angoisse trop, vous venez avant, bien sûr. Et après, par contre, on peut avoir un retour de couche, alors même qu'on allaite. Ça peut aussi. Ok, donc c'est pas grave si ça arrive. Et attention, hein, le retour de couche, vous pouvez vous ovuler avant d'avoir de nouveau vos règles. Ça veut dire que l'allaitement n'est pas un contraceptif. Voilà, même avec la méthode MAMA, qui se base vraiment sur l'allaitement et des conditions strictes, ça marche bien, mais c'est pas du 100%. Hein. Ça reste un risque de retomber enceinte. Moi, j'adore, je suis toujours ma même patiente, mais j'ai une patiente que j'adore qui avait accouché d'un petit garçon et qui est tombée enceinte 1 mois après l'accouchement. Il faut le faire, de triplé garçon. Wow, triplé. Et moi, j'adore cette patiente, donc j'adore la raconter. Elle a eu 4 garçons en 1 an. Je trouve ça remarquable. Félicitations à cette maman. Ils sont nés sur la même année? Oui. Waouh. Ah ouais, non, mais ça, c'est extraordinaire. Ah, c'est génial. Non, mais en plus, mais ils en ont... Enfin, c'est au-delà de dire qu'ils en ont chié, ils en ont plus que chié. Ah, mais oui, 3 d'un coup, plus le premier qui avait... Ouais, non, mais... Waouh. Moi, je ris, mais parce qu'on a passé des bons moments, mais quand même, on s'est... Ouais. Oh, ok. C'est costaud, Et elle, elle m'avait dit, mais non, Anna, c'est tes conneries, tes histoires. Moi, je fais la méthode Mama. Bon, en tout cas, si vous envisagez cette méthode, vous qui nous regardez... Non, il faut juste savoir que, voilà, c'est pas sûr à 100%. Ouais.
Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat en lien avec ce qu'on est en train de dire En rapport avec le congé maternité, qui disait qu'en Suisse, c'était 98 jours et que c'était déjà peu. Effectivement. 98 jours, attendez, ça fait quoi? Attends, ça fait 3 mois 33... Ouais, ça fait presque 3 mois. 3 mois et demi? Ouais. C'est pas... 3 mois et 8 jours. Ouais, il n'y a pas vraiment de différence avec... C'est 3 semaines de plus. C'est 3 semaines de Quand même. plus, ouais. C'est 3 semaines qui peuvent parfois faire Ouais, la différence. Exactement. Oui, absolument. Et là, en Espagne, d'ailleurs, ils ont voté le fait qu'une mère solo puisse accumuler le congé maternité et le congé paternité. Du coup, elle va avoir un allongement beaucoup plus conséquent. Et c'est bien. Faisons ça en France, s'il vous plaît. Oui. C'est déjà que c'est dur à accompagner, mais solo, c'est si clair. t'as pas les proches, si t'as pas de proches autour de toi, c'est... Ah mais moi, mes patientes, elles me bluffent. Ouais. Franchement. T'es patiente maman solo? Ah ouais. Ah ouais, non, mais moi, j'ai une immense admiration. Une admiration énorme Moi aussi. pour les mères seules. C'est impressionnant. Vous êtes des warriors, les meufs. Ouais, franchement, bravo. Ouais. C'est vrai, on peut le dire. Alors, dans cette émission, on aime bien aussi donner des tips, des trucs et des astuces, à chaque fois en lien avec la thématique de l'émission. Et ce mois-ci, Manon, tu nous as préparé toute une petite liste de trucs et astuces pour récupérer physiquement. Après un accouchement. Ah, super. Alors, d'habitude, je m'énerve dans mes chroniques, mais là, tu vas pas t'énerver. Je vais pas m'énerver. Super. Je vais parler avec ma voix cassée, donc m'en voulez pas si vous comprenez un mot sur 4. Je vais essayer de parler doucement. Mais je vous ai trouvé quelques astuces, du coup, pour que votre corps essaie de récupérer. Après avoir expulsé un squatteur de l'utérus, qui fait quand même en moyenne 3,5 kg, c'est pas rien. Donc la règle numéro 1, c'est de vous ménager et ménager votre corps. Essayez au plus possible de se délester de tout ce qui n'est pas essentiel et obligatoire et déléguer autant que vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, faites-vous entourer. C'est trouver des amis, de la famille. Il y a aussi des nounous. Parlez-en avant de sage-femme. Parlez autour de vous. Ne restez pas seul le moins possible. Ce qu'il faut aussi, si possible, c'est de bien manger. Ça paraît qu'on dit comme ça, mais les trucs verts avec des vitamines dedans, c'est des légumes et des fruits. Et ça fait du bien à l'intérieur de votre corps, surtout après un accouchement, parce que c'était franchement chaud. Et manger des trucs. Si votre délire, c'est pot-au-feu, ça marche aussi. Ou un domac, peu importe, mais faites-vous des plats qui vous font du bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est pas mal. Des tisanes, du fenouil si vous allaitez, parce que vous aurez des geysers, peut-être, qui sait. Après, ça pue un peu, le fenouil, mais en vrai, c'est très très bon, ça fait du bien à l'intérieur. Mais buvez de l'eau. Il y a aussi l'option des bouillons de poule. J'ai lu ça pour le collagène. Alors, je sais pas trop si ça marche, mais il paraît que ça aide un peu. Je suis une adoratrice de ça. Du bouillon de poule? Ah, mais oui, je fais avec mes carcasses de poulet bio. Ouais. Enfin, la meuf qui raconte des trucs qui n'ont aucun sens. Vas-y, justement. Donc, faites du bouillon. En fait, après, une fois que vous faites mijoter avec vos carcasses de poulet. Alors, moi, je pense bio parce que comme ça, il n'y a pas d'antibiotiques. Et après, en fait, vous laissez mariner. Après, vous faites refroidir, vous enlevez le gras et ça vous fait un truc. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire, vraiment solide, quoi, comme de la jelly anglaise. Et ça aide les tissus à se excellent pour la santé. Et après, tout. vous pouvez l'utiliser pour faire de la soupe, pour faire un couscous, pour faire ce que vous voulez. On évite en crème hydratante, mais non, mais c'est excellent, excellent, je vous assure. Donc tu valides mon conseil du bouillon de poule. Ah bah c'est beau. Cette chronique est validée par Anna Roy. Je suis assez fière de moi du coup. Il y a aussi l'option de vous tartiner de crème et d'huile. Parce qu'après, on luit, mais c'est pas grave, on s'en fout. Votre peau vous remerciera. On rappelle quand même qu'il y a eu quelqu'un à l'intérieur de votre ventre et que votre ventre n'a pas eu une taille réellement normale. Donc, badigeonnez-vous de tout ce que vous pouvez. Ça fait pas de mal et ça sent bon. Vous pouvez aussi vous reposer autant que possible. Alors, c'est très, très drôle parce qu'on entend toujours dire il faut dormir quand le bébé il dort 20 minutes toutes les 2 minutes. Super. Je sais, c'est chaud. C'est là où je reviens avec mon conseil. Entourez-vous de gens qui peuvent vous aider et prendre le relais si possible. Et vous reposer autant que vous le pouvez. Vous pouvez aussi rester en pyjou toute la journée si ça vous fait du bien. Mais vous pouvez aussi vous pimper, mettre du mascara, une robe, j'en sais rien. Mettez-vous des paillettes, ce que vous voulez. Du moment que vous vous sentez un peu plus vous-même. Parce que c'est bien un truc qui est compliqué après l'accouchement. C'est de voir son corps et son ventre vide. Ce n'est pas facile, mais ça passe. Tout passe, c'est promis. En tout cas, mettre des jolies fringues et du mascara, ça peut remonter le moral. Rester en pilou-pilou aussi, ça, chacun son truc. Zéro pression, on n'est pas venu là pour souffrir. Si possible, prenez l'air tous les jours, un petit peu. Faites un tour de quartier, descendez dans votre cour d'immeuble, peu importe. Allez au Franprix toute seule, allez acheter des pâtes. Réappropriez votre corps où il n'y a plus personne dedans, à part vous-même. Prenez l'air et respirez parce que
franchement, on sous-cote vachement trop l'oxygène. C'est quand même pas mal comme délire. Et donc, vraiment, je préconise de prendre l'air en solo. C'est très bizarre comme sensation. Je sais pas si vous vous en souvenez. La première fois où vous êtes ressorti de chez vous, personne dans le ventre. Liberté. Ouais, c'était bizarre. En fait, cette sensation de se dire, ok, je suis responsable de personne à part moi. Je peux aller au Franprix, je peux aller à la pharmacie, acheter ma crème anti-hémorroïde. Je suis toute seule. C'est waouh, génial comme sensation. Vraiment génial. Donc, expérimentez ça, si possible, le plus souvent. Mais dans tous les cas, même avec votre bébé, prenez l'air, faites un tour de parc, peu importe, sortez. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, si vous avez envie de vous mater des séries, ça peut être le moment parce qu'il dort par tranche d'une demi-heure à peu près, votre bébé, ce qui laisse le temps de regarder Modern Family. C'est vachement pas mal. Ou The Office, au choix, chacun son église. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah oui, vous avez de nombreuses marques qui proposent des kits d'après-grossesse, que ce soit pour les soins ou pour la food. Je cite Mamacita, que j'aime d'amour, Bliss et son Vanity, qui fait des pchit sur votre schneck après, ça fait vachement de bien. Et évidemment, Jolie Mama et ses snacks. Je ne sais pas si vous connaissez les snacks de Jolie Mama. C'est des trucs trop bons qui se mangent, qui sont pleins de vitamines, qui sont parfaits pour le postpartum. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, parlez à votre sage-femme, que ça aille pas. Parlez, ne restez pas toute seule, faites-vous accompagner. Et surtout, dernier conseil, donnez-vous du temps, tout finira par passer. C'est très long, je sais, ça peut être très dur, mais ça va aller mieux, c'est promis. Voilà. C'était mes trucs et astuces. Merci, avec ma voix cassée. Tes trucs et astuces de crooner un peu quand même. Un peu, de crooner qui a fait la teuf, alors qu'en fait, non. Je suis même pas fait la fête. En fait, c'est ça, t'es sortie hier soir. Dis-nous la vérité. J'aimerais, mais non, c'est juste la crève de mon fils. Merci. Alors, donnez-vous du temps, tout finira par passer. Mais et là, je me tourne vers Anna. Oui, ça finira par passer. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors, le problème, c'est que quand on est dans le dur, on le croit pas. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que quand on est embringué, on le croit pas, mais c'est vrai. Enfin, genre, parce que moi, j'ai pensé, comme vous toutes, que j'étais devenue une vieillarde et qu'en fait, j'avais perdu mon énergie pour toujours et que ma vie était foutue et que c'était fini et tout. Pas du tout. Que nenni. L'énergie revient, je vous le promets que c'est vrai. Là, j'ai l'énergie que j'ai retrouvée, que j'avais il y a 7 ans, quoi. Et du coup, c'est combien de temps après la fin de ton postpartum ? Moi, c'est-à-dire qu'il faut pas relancer les dés, mais c'est aux 3 ans du dernier enfant. Ok. Oh putain, il me reste 2 ans. T'en as combien ? 2. D'accord, ok. Donc, mais vraiment, on retrouve de l'énergie. Donc, en fait, on devient pas vieux, quoi. En fait, on retrouve l'énergie. Enfin, moi, j'aime dire ça, c'est que là, à ce réveillon du Nouvel An, j'ai dansé jusqu'à 5h30 du matin. Putain, ça me donne tellement envie. Et t'avais l'énergie pour et j'étais comme une furie. Mais non, mais c'est hyper rassurant quand même. Voilà. C'est hyper rassurant parce que franchement, toi, t'es dedans, moi, je suis dedans. Enfin, la mienne, elle a 20 mois et j'ai l'impression... C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, que jamais on sortira, qu'on se dit c'est bon, ça va mieux qu'il y a 6 mois. Oui, mais ça va. Et je vais même vous dire plus. J'ai fait la grasse mat jusqu'à 12h30 et j'ai pas été réveillée par mes enfants. Voilà. Ils ont fait quoi ? Ils se sont réveillés à 11h et après ils ont joué, quoi. Ouais. Même avec mon accent sans voix, j'arrive même pas à le dire. Ça arrive donc vraiment, en fait, ça arrive. Enfin, vraiment. Et alors, moi, j'aime faire la fête, mais pour d'autres gens, ce sera complètement. Ça peut être refaire du sport comme avant, ça peut être plein de choses. Mais vraiment, je vous assure, promis, juré, craché, foi de sage-femme, vous allez retrouver votre énergie. Et au bout de 3 ans, pas avant ? Il y a des femmes, si, elles ont de la chance, ça bien dépend, sûr. Ouais. Elles ont de la chance, je sais pas pourquoi, elles ont un bébé qui est super facile, elles se sont hyper bien remis, tout ça. Et donc. Et ça peut durer plus de 3 ans, si tu penses, ou c'est vraiment la limite max ? Souvent, oui, non, quand même, souvent c'est 3 ans. Enfin, grosso modo, quand l'enfant rentre à l'école, quoi. Oui, c'est ça. Quand la petite section est bien entamée, quoi. Le bébé devient un enfant, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Il parle, on le comprend. Oui, voilà. déjà le fait de communiquer, oui, c'est ça, de se faire comprendre, au moins ça enlève peut-être il est autonome sur ses sphincters, il fait plein de choses tout seul, et ça change quand même beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 ans qui fait que voilà, on est encore dans le dur quand même ? Alors bien sûr, on l'oublie trop, mais il y a la fatigue d'abord, il y a le manque de sommeil. Les gens n'ont pas idée à quel point le manque de sommeil, ça rend malade, ça rend fou, ça rend tout ce qu'on veut. Alors, il y a bien sûr, là encore, des parents qui ont beaucoup de chance et qui n'ont pas le sommeil altéré pendant ces 3 premières années, mais la plupart d'entre nous, même si on se dit « Ah, ça y est, les nuits, c'est acquis, blabla », hop, une rhino, une otite, les dents, une gastro, un déménagement, une rupture, un nanan, une et nouvelle crèche. Clac, voilà, un enfant qui arrive, et clac, on s'est reparti pour 3 mois sans sommeil. Donc, la fatigue, ça a vraiment... Il y a la question du rapport au travail qui peut être vraiment modifié. Moi, le nombre de femmes qui changent de carrière, qui changent de façon de... C'est hallucinant. Il y a le couple qui devient... qui subit... Alors là, les baby clash... le fameux baby clash, ouais.
Moi, j'avais entendu un chiffre, je me demande si c'est vrai, mais c'est... alors, je ne sais même plus le chiffre, en fait, mais que la plupart des séparations les 2 tiers, interviennent dans l'année qui suit, je crois, la naissance d'un enfant. Alors, absolument, il y a énormément de séparations après la naissance d'un enfant, c'est-à-dire que l'enfant ne pardonne pas. L'arrivée de l'enfant, c'est pas l'enfant en lui-même, bien sûr, c'est l'arrivée de l'enfant et des changements que ça opère. Oui, en tout cas, on dit, mais alors là, je pense qu'il faudra regarder mieux les chiffres, mais c'est 2 tiers des parents qui subissent un baby clash. Baby clash qui n'aboutit pas forcément à une séparation. C'est en tout cas un couple qui devient un couple parental, ça fait vachement de remue-ménage. Enfin, je sais pas. Baby clash. Ouais, c'est hyper fréquent. Et donc, tous ces éléments de la vie sexuelle, vie professionnelle, vie machin, etc., tout ça, c'est vraiment un reset. Donc, vous allez découvrir un nouveau pan de vous-même. Et donc, ça prend du temps. Ouais, c'est intéressant quand tu dis reset, en fait. C'est vraiment ça, tu parlais des changements de carrière que ça peut provoquer aussi. Mais c'est hallucinant. C'est comme si on naissait, nous aussi, d'une certaine manière. Professionnellement, mais je vous assure que c'est vrai. Hein. Vraiment, il y a des femmes qui veulent beaucoup moins bosser, il y en a qui veulent bosser plus parce qu'en fait, putain, j'adore mon métier. Il y en a qui disent, ah non, mais mon métier, c'est de la merde. Enfin, c'est hallucinant les changements que ça fait. Attention, méfiez-vous parce que dans la première année, les femmes veulent parfois tout bazarder. Ouais. Attention, c'est transitoire. Donc, allez peut-être pas faire des changements. Réfléchissez bien quand même avant d'opérer des changements radicaux parce que vous pouvez justement, je vous dis, redevenir normaux. Alors, je vois, il y a beaucoup de femmes qui disent, ah bah voilà, moi je veux être sage-femme ou je veux être machin, je veux travailler dans la maternité. Puis finalement, ça s'estompe au fur et à mesure des années. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette phase où je me disais, est-ce que je tenterais pas les études de sage-femme après ma première fille ? Mais plein. Et je ne l'ai pas fait parce que je suis nulle en maths, mais ouais. Je dis non, je ne peux pas être dans un truc médical alors que je compte sur mes doigts. C'est pas possible. Et là encore, ça va dépendre des femmes. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va être vraiment le côté pro qui va être très impacté. D'autres, ce sera le couple. D'autres, ce sera la fatigue. Enfin, ça peut être des choses différentes. Et là encore, on n'a même pas parlé des parents qui ont un bébé malade ou un... Voilà. Bien sûr. Oui, ça c'est dans le cas où tout va bien, où l'enfant est en bonne santé. Exactement, okay. Mais dès que l'enfant est malade, ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué pour les parents. Oui, ça peut être un facteur aggravant, entre guillemets, de tous ces bouleversements-là. Et puis il y a le postpartum aussi des parents qui ont perdu leur enfant. Qui est encore un autre sujet dont on parlera dans une prochaine émission. Je pense que c'est un sujet à part entière. Ah oui, c'est sûr, ça ne peut pas se traiter comme ça en 5 minutes. Non. Est-ce que les pères vivent un postpartum ? C'est la question que j'allais poser. Ah non, mais c'est parfait. C'est parfait. Alors, post-accouchement, oui. En fait, moi, comme je dis que le postpartum, c'est le « je deviens parent », de fait, ils deviennent parents eux aussi. Après, il faut quand même dire que c'est incontestable qu'ils ne sont pas enceintes, ils n'accouchent pas, et ils n'ont pas une récupération corporelle et psychique de la même qui soit... voilà. Donc, bien sûr, mais c'est différent. C'est différent. Est-ce qu'il y a un accompagnement, tu penses, qui devrait être fait aussi pour les pères ? Alors moi, ce qui m'a vachement amusé, là, dans les chiffres récents sur la dépression du postpartum, c'est qu'on a l'impression que plus le père s'investit auprès de l'enfant... Moins il y a de dépression. Non, plus. Alors non. Plus il y a de risques de dépression chez lui. Ah, chez lui. Mais il y en a moins chez la femme. Oui. Puisqu'elle est plus accompagnée. Et alors non, c'est pas si simple que ça. Moi, il faut vraiment que j'ai plus ces chiffres qui viennent de sortir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que apparemment, plus un père s'implique, et plus il est comme nous, en fait... Plus il s'en prend plein la gueule et plus il... plus il vit de la même manière en fait. Alors, voilà, alors, je trouve ça très amusant, c'est pas du tout amusant, mais c'est pour se dire mais finalement ça fait plaisir quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Oui, c'est pas un truc... C'est QFD, quoi. Bien sûr, c'est QFD. C'est QFD. C'est ça. Et alors, je me dis, comme les pères vont de plus en plus s'investir, ils vont se dire que du coup, c'est un sujet qui va concerner les hommes. Donc, du coup, putain, ça va devenir vachement intéressant. Ça va faire de l'eau à notre moulin. Et alors, c'est vrai qu'on avait besoin de la parole des hommes pour, du coup, être entendu, ça va être génial. Mais est-ce que, justement, non, mais en réalité, voilà, bon, on en arrive à la question de comment est-ce qu'on peut provoquer un petit peu l'avancée des choses d'un point de vue institution, parce qu'on parle quand même, quand on parle de dépression du postpartum, on parle d'un enjeu de santé publique. Absolument. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ? Bon, on a vu qu'il y avait des dépistages, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait ? Est-ce qu'on avance vraiment concrètement là-dessus ou est-ce qu'il y a... Non, la première chose à faire, c'est de changer les conditions de l'accouchement en France. Ça, on l'oublie trop, mais on l'a pas dit là, mais un accouchement qui se passe extrêmement mal, ça pipe les dés. Enfin, c'est terrible, quoi. Il y a des femmes qui ressortent, et il y en a beaucoup, qui ressortent complètement brisées de leur accouchement, et qui, pour le coup, le postpartum va être
malheureusement presque compliqué, mais parce que l'accouchement a été compliqué. Donc il faut déjà changer les conditions de l'accouchement, ça c'est la première chose. Et les conditions de l'accouchement, justement, en dehors du fait que l'accouchement se passe mal parce qu'il y a une détresse fétale ou quoi que ce soit, est-ce que tu penses que ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas assez de sages-femmes pour les femmes en maternité ? Ah mais c'est même sûr, parce que même quand ça se passe mal, admettons, voilà, il y a des difficultés. Quand il y a des difficultés, mais qu'il y a assez de monde pour vous entourer, on a le temps de vous expliquer, de vous dire, écoutez, voilà, là il se passe ça, on va faire comme ça, oh là là, donc on a le temps. Alors que, donc en fait, vraiment, quand il y a assez de personnel, ça se passe bien, même quand ça se passe mal, je veux dire. Parce qu'on a le temps de tout expliquer, d'entourer. Moi, je dis toujours, j'ai pas eu un accouchement de rêve, j'ai été déclenchée dans un contexte pourri, avec du liquide amniotique teinté et tout ça. Mais j'avais une sage-femme rien que pour moi qui m'expliquait tout. Et j'ai adoré mon accouchement. Mais bien sûr. Et du coup, voilà, donc c'est pas tellement les conditions de l'accouchement, c'est comment vous allez être soutenu et accompagné. Et à l'inverse, il y a des femmes qui accouchent sans péridurale hyper bien, mais qui n'ont pas été accompagnées, et donc qui le vivent très mal. Donc c'est pas tellement les conditions, en fait, d'accouchement stricto sensu. Et c'est pour ça que tu avais lancé toute cette campagne « Je suis maltraitante » et une femme, une sage-femme. Voilà, c'était pour démocratiser ça et faire comprendre qu'il y avait un vrai problème et un enjeu de santé publique derrière ça. Absolument. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été entendue depuis que tu as lancé tout ça ? En partie. En partie. Et justement, tu disais, donc la première des choses, c'est ça, changer les conditions de l'accouchement. Ça, c'est urgent. Et puis après, il faut voir cette histoire de congé maternité qui est vraiment, c'est pas possible. Ça, je vois que, en fait, on a un pic à 2 mois et demi de dépression du postpartum, c'est-à-dire quand à la reprise du travail. Là, j'ai envie de dire, c'est QFD. Il faut que les femmes puissent, si elles le veulent, rester plus longtemps à la maison et avoir d'ailleurs peut-être des accueils de jour pour poser le bébé. Ou alors, d'ailleurs, moi, ce que je trouverais super, c'est que c'est 3 mois dont elles disposent en plus, et je dis bien 6 mois minimum, elles pourraient aussi les donner aux coparents, par exemple, ou les donner à un aidant, à des grands-parents qui bossent toujours, où il y aurait des choses à inventer. Mais ça, c'est pareil, urgent. Quand on dort pas la nuit, on peut pas travailler le jour, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, clairement. Sans développer de symptômes dépressifs, c'est quasiment impossible. Mais il faudrait aussi, je pense, le développement aussi des modes de garde pour pouvoir permettre aux femmes de repartir sereinement au travail. Parce que mais alors là, le problème des modes de garde, c'est que les crèches, on voit, c'est en crise, c'est hallucinant. On confie maintenant, il y a même plus de... Enfin, les femmes qui travaillent en crèche, les recrutements, les femmes et les hommes qui travaillent, les recrutements, bon, on sait ce que c'est. Hein. C'est pas assez soigneux, sérieux. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu, tu vois, dans un tunnel sans fin entre la crise à l'hôpital, la crise dans les crèches, la crise dans le cadre de manière générale, les femmes au milieu de tout ça qui continuent à accoucher, à avoir des bébés, qui continuent à être en dépression du postpartum ou pas, mais juste qui continuent à avoir un postpartum bien vénère et pas forcément épanoui. Quand est-ce qu'on s'en sort de tout ça, en fait, tu vois ? Je sais pas. Alors bonjour, je suis la bonne humeur. Non mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça m'a amusé parce que là, on en a reparlé de la natalité pour les retraites. Il faut augmenter la natalité. Bah ça va, lisez le postpartum dure 3 ans. Moi, j'ai quelques idées. Hein. Enfin, vous voyez. Voilà. Non mais de fait, je vais être auditionnée, je pense. Mais c'est vrai ? Ouais, je pense. Ah, ce serait cool. Mais oui, il y a plein de choses à faire. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est le... Et puis pareil, on peut imaginer aussi l'hospitalisation, on le sait, coûte très cher. Si on a des aides-mamans, on peut très bien mettre en place des aides-mamans dans le premier mois, enfin des aides-parents, parce que c'est pas des aides-mamans, mais des aides-parents. Enfin, il y a plein de choses à imaginer en tout cas, pour que ça s'améliore. En tout cas, on a hâte, enfin nous on l'a lu du coup, mais vous avez peut-être hâte de lire Le postpartum dure 3 ans, qui est sorti dernièrement aux éditions Larousse de Anna Roy. On va peut-être prendre s'il y a des questions dans le chat. J'avais pas de questions, mais j'ai au sujet du bouillon de poule quelqu'un qui dit: pour les personnes végétariennes et végétaliennes, on peut trouver du collagène végétal en ligne et la marque Bulk propose différentes poudres de collagène végétalien. Là, oui, ça c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Pour les personnes végétariennes, effectivement. Trop bien. Et je crois qu'il n'y a pas un truc avec les algues aussi. Je me demande s'il n'y a pas du collagène dans les algues. Mais... Alors ça, voilà, moi je ne suis pas assez calée. Hein. Allez creuser s'il vous plaît dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à nous poser, on est là pour vous. Il y a quand même une question qu'on t'a pas posée, Anna, et je pense que c'est probablement une question qu'on te pose souvent, mais quant au sexe. Ah oui, absolument, on n'a pas parlé, c'est fou ça. Ouais, on n'en a pas parlé. Parlons du cul. Ben non, mais à quel moment est-ce qu'il y a d'abord une règle sur la reprise des relations sexuelles ? Non. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des parents qui reprennent à la maternité. C'est arrivé plusieurs fois d'ouvrir des portes. Avec les lochis. Ah, mais il y a des gens épatants, moi je te le dis, il y a des gens épatants. Et il y a des gens qui ne reprendront jamais de sexualité de leur vie parce que ça leur convient comme ça. Et il y en a d'autres, alors il faut quand même donner des moyennes. Une fourchette. Une moyenne, un couple sur 2 à 3 mois a repris une activité sexuelle avec pénétrative et 70% je crois quand il n'y a pas de pénétration. D'accord. Ok, à 3 mois. Donc dans les 3 mois qui suivent, du coup... Oui, et encore c'est qu'un couple sur 2, hein, c'est pas tant que ça. Hein. C'est pas tant que ça.
Il faut attendre 1 an pour qu'on revienne à des chiffres d'avant grossesse. Ok. Donc, vous voyez, c'est pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes autour de ce sujet. D'injonctions aussi. Je pense que, ou peut-être de méconnaissance aussi du fait qu'il n'y a pas de règles, comme tu le dis. Non, il n'y a pas de règles. Et surtout, il y a un truc qui voudrait qu'on dise que ce sont les femmes qui n'ont plus de désir, etc. Moi, c'est pas du tout ce que je constate. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui n'ont plus de désir. Ou en tout cas, les désirs fluctuent. Et c'est pas grave. Le tout, c'est d'arriver à en parler en couple. De dire, écoute, voilà, moi, j'en suis là. Il se passe ça, comment est-ce qu'on peut négocier ça à deux ? Est-ce que vraiment, si on s'en sort pas, on va voir quelqu'un ? En tout cas, il faut parler de cul en couple, ce qui est quand même pas désagréable, c'est pas la pire des choses. Mais il faut que ça devienne un sujet, c'est vrai, il faut que ça devienne un sujet. On est obligé on n'est pas obligé, mais c'est bien d'en parler, quoi, pour éviter les frustrations, les non-dits, parce qu'il y a des femmes qui sont vachement malheureuses, qui disent putain, il me désire plus, il m'aime plus. Il y a des hommes pareils, ils disent ah, ça y est, elle veut plus de moi. En fait, ils se font des films dans leur tête, alors qu'en parlant, tout se désamorce. Comme quoi la communication. Communiquer, quoi. Ouais. Et juste un truc, c'est que s'il y a des douleurs qui apparaissent après un accouchement, il faut pas se dire ah bah ça y est, c'est parce que j'ai accouché, c'est comme ça. Et non, surtout on va consulter. C'est pas normal. Non. Et s'il y a une sage-femme ou un médecin qui vous dit c'est dans la tête, sans chercher plus loin, on change de crèmerie, on va avoir quelqu'un qui nous prend en charge. Vraiment. Oui, parce que ça c'est quand même la possibilité aussi, c'est de changer de personnel soignant quand ça ne va pas et ne pas s'acharner à aller voir tout à fait, vous n'êtes pas marié avec nous. C'est ça. On peut Il y a des histoires de feeling des fois et des histoires de voilà. Ouais, rien n'est immuable. Non. Alors finalement, Anna, si tu avais un conseil, alors ça va être difficile, mais voilà. Un conseil sur ces 3 années. Non, mais alors peut-être pas un conseil, mais. Moi, je peux essayer de jouer le jeu. Allez, allons-y. Pour réussir ce postpartum. Bah, de pas chercher à le réussir, mais bon, ça, c'est pas un conseil. Il n'y a pas de postpartum qui se réussit. Personne n'a de médaille à la fin. Un conseil, je sais pas. Bon, bien évidemment, elle est difficile cette question. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, ce livre ne fait pas une page. Il n'y a donc pas un conseil. Il y a énormément d'informations dedans. Non, mais c'est vraiment une aventure, quoi. Se faire aider. Ouais. Moi, je dis, il faut vraiment se faire aider. Plus on est de fou, plus on rit. C'est clair. Il faut des bras. En fait, c'est 8 heures. Moi, je dis toujours, un enfant, c'est 8 heures par jour de travail supplémentaire. Ces 8 heures, il faut bien qu'il soit absorbé. Donc, il faut de l'aide. Et l'aide, ça peut être très divers. Ça peut être des potes, ça peut être de la famille, ça peut être... Je parle pas du coparent qui, lui, doit prendre sa part. Ah, oui. On s'est bien compris. Non, parce que les gens pensent souvent, quand je dis ça, qu'en fait, je parle du coparent. Non. Ça rentre pas dans l'aide. Non, il fait son job, en fait. C'est normal. Ouais. Non, mais ça, c'est oui. Il n'aura pas de cookies pour ça. C'est logique. Voilà. Donc, de l'aide. Ouais. Et de l'information. Non, de l'information d'abord. Je vous assure, il faut lire, écouter des trucs. Maintenant, il y a des podcasts, c'est franchement... la matrescence. Alors justement, si tu avais des ressources, alors nous, évidemment, on recommande 1000 fois d'acheter. Oui, non, mais évidemment, mais ça, c'est moi. Non, mais je n'y ai pas que ça. Non, il y a plein d'autres choses qui sont super. Alors, qu'est-ce que tu nous recommanderais ? Le moteur est pas mal. Bliss, la matrescence, Sage Meuf, il y en a plein d'autres. Mais je suis désolée, je ne vais pas commencer à vous faire une liste de... Non, voilà. Mais ouais, en tout cas, c'est ton top 3. C'est notre top 3 aussi. Ouais, moi, Bliss, j'adore la matrescence, j'adore les clémentines. Voilà, alors après, sauf, je mets une alerte, c'est-à-dire si jamais vous êtes parce que vous êtes un peu hypersensible, vous avez du mal avec les témoignages, ne vous forcez pas à écouter Bliss des témoignages de femmes si ça vous fait de la peine ou ça vous chagrine, évidemment. Non, mais après, il y a tellement de choix de témoignages. Voilà, moi, c'est ce qui me semble. Non, mais il y a des gens qui supportent, qui ont du mal. Chacun fait ce qu'il veut. Et après, sur les livres, il y en a plein, il y en a de plus en plus. Il y en a plein. Enfin non, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même pas mal. Moi, je conseille pas mal Le Mois d'Or, qui m'avait pas mal aidé. C'est super. Ouais, il est vachement cool quand même à lire. Si vous êtes enceinte, lisez-le entre dernier trimestre. Elles sont extraordinaires. Vraiment, je les aime vraiment d'amour, ces deux, enfin pas d'amour mais d'amitié. Elles sont super. Elles ont fait un travail remarquable. Elles font partie de ces femmes qui sont à l'origine. Il y a le livre d'Ilana Wiesman aussi qui est très bien. Ceci est notre postpartum, qui est vachement bien. Non, il y a quand même pas mal de ressources. On vous conseille aussi forcément Ève Simonet, que vous avez bien sûr, le documentaire. Son documentaire qui est absolument grandiose et qui peut vraiment aider et ouvrir les yeux à plein de personnes. Vraiment, regardez-le, ce documentaire, c'est magique. Ouais, et puis aussi la maison des maternelles. Moi, mais bien sûr. C'est vrai que t'as binge-watché pendant ta grossesse. Le mois avant mon accouchement, j'ai binge-watché. Mais je sais qu'on est cette équipe un antidépresseur pour beaucoup de gens. C'est clair. La preuve en est de la réaction des gens quand je les croise dans la rue, qui se mettent à pleurer. Non, à ce point-là. Mais les gens me tombent dans les bras, mais en même temps, je me dis, zut, c'est que le maillage de professionnels de la santé n'est pas suffisant dans notre pays, parce que vraiment, les femmes, elles me tombent dans les bras en pleurant. Oh merde. Mais plusieurs fois par jour. Donc je me dis, en même temps, ça veut dire qu'on fait du travail. Mais qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Je le prends dans les bras, moi. Je suis très affective. De l'affection, il faut prendre.
Moi, je suis un peu Moi, infantile. je fais des câlins. Voilà, je sais pas de... Ouais, faut Je faire prends, des câlins. Ouais. Mais du coup, alors, ça n'a plus trop à voir avec le postpartum, etc. Mais en tant que sage-femme qui maintenant a une renommée où tu es vraiment connue, reconnue, est-ce que tu sens une différence avec tes nouvelles patientes qui te voient et qui font « Oh, bonjour, Anna Roy, je Ouais, vous un connais. peu. Ah. Un peu, mais je désamorce vite parce que je suis vraiment comme un chien. Vous savez, les chiens qui ont une petite truc d'alcool, je suis vraiment Le brave. Saint-Bernard Oui, moi, je me Tu vois te vois comme un Saint-Bernard. totalement. Ok. Donc, en fait, j'espère que j'arrive à désamorcer ce côté parce que du coup, maintenant, les gens me voient surtout comme un espèce de monument. C'est un peu. T'as la pression un peu ou pas? Bah non, parce que c'est pas du tout le cas. Même si Mais même ça si change rien à ton m'imagine boulot, comme en ça, fait. moi, je suis pas comme ça. Je suis pas un monument. Hein. T'es pas un monument. Non, mais des fois, j'ai T'es un l'impression d'être Saint-Bernard. le Machu Picchu parce que les gens se photographient à côté. Enfin, vous voyez, il y a un côté. Sérieux? Je suis pas le Machu Picchu. Hein. Est-ce que tu signes des autographes? Ah oui, souvent. Waouh. Mais je suis pas le Machu Picchu, c'est promis. C'est bien, on en restera là donc pour cette émission. Ouais. Anna Roy n'est pas le Machu Machu Picchu. Picchu. Anna Roy est un Vous pouvez lui Saint-Bernard. faire des câlins, il les acceptera. ça. mais- Anna Roy ramène de l'alcool autour d'elle comme ça. Merci pour toutes ces ressources. Voilà, si besoin, on les remettra quelque part peut-être en description de la vidéo, du replay. Tout sera en du replay description YouTube, ou partout. peut-être qu'on fera un article, on verra. Bah, mais, dans tous les cas, il y aura voilà. un article Pour que édito vous sur puissiez Mademoiselle. retrouver tout ça. Merci beaucoup. Anna, merci infiniment. Merci à vous. À toutes les deux. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis, pour ceux et celles qui nous ont regardés, merci aussi. Vous nous retrouverez en replay avec Anna Roy sur YouTube et en podcast très bientôt. Sur Apple Podcast ou Merci. ailleurs. Sur partout. vos plateformes d'écoute Et puis préférées. retrouvez-nous sur Mad aussi parce qu'on est là. En premier sur Ah Mad. oui, on vous Absolument. aime. Hein, Oui. venez avec nous, c'est cool.